à tous et bienvenue sur cette 5e émission de la Cosy Cosette, une émission qui sera consacrée au printemps. Et pour m'accompagner dans cette discussion, je reçois Tess aujourd'hui. Donc Tess, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation et je vais te demander de te présenter à nos auditeurs. Bonjour Laura, merci à toi de m'avoir invitée. C'est une première pour moi, donc je suis un petit peu stressée, désolée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc je me présente, je m'appelle Tess, j'ai 21 ans. Sur les réseaux, donc surtout Instagram, mais aussi un petit peu TikTok. Mon pseudo c'est Travels of Bugs Bunny, en référence à mon petit lapin. Et tu m'as demandé aussi quel était mon style de lecture favori. Et comme je te l'ai dit, j'ai pas vraiment de style en particulier, je lis un petit peu de tout. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire ce podcast sur un autre thème plutôt que un style de lecture particulier. Oui, Voilà. absolument. Et bien, toi comme moi, effectivement, on est ouverte à tous les styles de lecture. Et effectivement, je me suis dit que ce thème du printemps allait pouvoir rassembler pas mal de lectures et qu'en plus, c'était tout à fait dans la saison. Donc parfait, on va pouvoir commencer. Tu sais, Tess, le petit rituel de l'émission, c'est d'avoir une boisson qui nous accompagne. Et je voulais savoir quelle était la boisson qui t'accompagnait aujourd'hui. Alors j'ai entendu que souvent tes invités avaient du thé, et ben Oui. moi je vais un peu briser le cercle, puisque moi je suis plus team café. Et café latte, donc pour le coup un café latte Starbucks. Ah bah parfait. Tu l'as pris glacé ou chaud? Alors d'habitude je le bois glacé, mais là aujourd'hui j'ai décidé qu'il serait chaud, parce qu'il y a beaucoup de vent chez moi, donc D'accord. ça fait du bien. Effectivement, c'est vrai que je suis assez team café aussi. Je bois rarement du thé, mais ça m'arrive, hein. Certains l'ont entendu dans l'émission. Et par contre aujourd'hui, moi aussi je casse un peu les codes. J'ai pris un sirop à la menthe, tout simplement. Assez rafraîchissant et ça m'a fait penser au printemps. Oui. Donc je suis partie là-dessus. J'ai une nouvelle catégorie que les auditeurs ont entendue sur la dernière émission. C'est de donner quelques idées de gourmandise à grignoter pendant une lecture en rapport avec le thème. Donc pour aujourd'hui, une lecture sur le printemps, au style printanier. Est-ce que tu as quelques idées à nous conseiller? Alors moi, ce sera un intemporel de ma part, ce sera un éclair au café. Ah, j'avoue. Parce que à la fois, il est très réconfortant, justement toujours avec ce café, mais en même temps, il est très frais. Ce qui fait qu'avec les premières chaleurs du printemps, c'est très agréable. Ah, j'avais pas du tout pensé à ça, mais effectivement, ça peut être une bonne idée. Moi, je suis plutôt partie sur un fruit de saison, fruit de printemps, la fraise. Oui. Et je me disais, voilà, une bonne salade de fraises ou un smoothie ou voilà, un petit jus de fraise, là, bien frais, ça peut être une bonne idée pour le printemps, C'est vrai. pendant une lecture. Donc j'étais partie là-dessus. Bien, donc Tess, on va passer à la catégorie des derniers coups de cœur et on va commencer par les coups de cœur littéraires. Est-ce qu'il y a un livre dernièrement que tu as adoré, que tu veux nous présenter? Alors j'ai décidé de t'en présenter deux parce que j'ai pas de coup de cœur au niveau cinématographique. Parfait, pas de souci. Alors je vais te présenter mes deux derniers coups de cœur. Donc le dernier en date c'est Alias Caracalla de Daniel Cordier, qui est paru chez Gallimard et en poche chez Folio. Alors je connais pas du tout. Est-ce que tu peux juste répéter le titre? C'est Alias Caracalla. D'accord, ok, je note ça. Alors vas-y, dis-nous de quoi ça parle parce que je connais pas du tout. Alors Alias Caracalla, donc c'est l'histoire en fait de Daniel Cordier qui est donc l'auteur. Ce sont ses mémoires, puisqu'il était le secrétaire de Jean Moulin pendant la Résistance. Ah, ça a l'air trop intéressant. Donc en fait, à la différence des autres résistants qui ont souvent fait leurs mémoires sous une forme traditionnelle, on va dire, de mémoire, là c'est sous forme de journal. Donc en fait, il nous replonge à la première personne dans ces différentes journées. À chaque fois, on a la date et ce qui s'est passé dans ces journées. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que on découvre, pourtant je l'ai pas dit, mais voilà, je fais des études d'histoire, donc je suis quand même assez informée sur pas mal de choses. Mais souvent, quand on pense résistance, on pense aux maquisards, on pense aux explosions, etc. Alors que là, c'est tout un autre pan, puisqu'il s'agit vraiment de la politique de la résistance. Et c'est plus dans le secret, les lettres, la radio, etc. Donc c'est tout un autre pan de la résistance qu'on voit pas forcément. Ah, d'accord. Donc faut s'accrocher parce que moi je l'ai lu en poche et il fait quand même 1200 pages. Ah oui, en effet. Donc c'est pas rien du tout. Faut aimer, mais en fait je suis restée dedans, je suis restée enfermée dans ce livre, même après l'avoir fini, c'était compliqué de me détacher. En fait, j'avais vraiment plongé dans le quotidien de Daniel Cordier. D'accord. Et c'est vraiment une lecture que je recommande si vous aimez justement tout ce qui est autobiographie, etc. Il
faut savoir qu'il y a un deuxième tome, puisque ce tome-là s'arrête à l'arrestation de Jean Moulin, mais la résistance de Daniel Cordier ne s'arrête pas à l'arrestation de Jean Moulin, donc il y a un deuxième tome qui retracera la suite, que je n'ai pas lu encore. Mais c'est vraiment très intéressant, d'autant plus que ça, en plus de la résistance, on voit aussi l'évolution d'un jeune homme, puisque Daniel Cordier, il a 19 ans quand la résistance commence. Donc on voit vraiment ces idéaux politiques qui vont évoluer, lui-même en tant qu'homme va évoluer très rapidement, et c'est aussi ça qu'on voit à travers ce livre. D'accord, tu vois, ça m'intéresse d'autant plus parce que mon grand-père a été résistant et déporté à l'âge de 18 ans, donc forcément ça me parle comme livre. Oui. Et oui, je pense que je vais me pencher dessus, tu vois, tu m'as convaincue et effectivement c'est un thème qui me touche et qui m'intéresse tout particulièrement. Donc merci à toi pour cette découverte. Mais de rien. Alors niveau coup de cœur littéraire, je vais enchaîner sur moi. Ça va être très rapide parce que je n'en ai toujours pas eu. Mais je pense que je vais bientôt en avoir un puisque là je suis en train de lire un roman d'Olivier Norek. Donc là c'est plutôt policier. Et à mon avis ça va finir en coup de cœur, mais comme je viens à peine de le commencer, je préfère pas trop en dire plus. Mais en tout cas je pense que je vais prochainement en parler sur mon compte. D'accord. Donc Tess, toi tu me disais que tu avais eu un deuxième coup de cœur littéraire. Oui, alors on change totalement de style de livre, comme je l'ai dit, je lis un peu de tout. Là, c'est du coup L'Âge du loup de Ézéchiel, qui est sorti chez les éditions AK, donc qui sont des éditions pas très connues en plus de ça. D'accord. Qui sortent généralement pas en librairie, en fait, il faut les commander sur le site des éditions. Donc c'est à la fois, comme le dit le résumé, ce n'est pas un roman, ni une biographie, ni un livre de poésie. C'est plusieurs textes qui ont parfois c'est sous forme de journal intime, parfois c'est plus des poésies, parfois c'est juste des pensées mises sur le papier de Ézéchiel, qui est donc une personne qui va mettre ses pensées sur le papier, qui fait ça entre ses 16 ans et ses 19 ans environ, donc c'est encore une fois du réel. Ok. En fait c'est quelqu'un qui va passer par beaucoup de phases dans sa vie, de phases compliquées, que ce soit sa recherche sexuelle, sa recherche de genre, qui va avoir... Alors je préviens, il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre, hein, notamment le suicide, les hôpitaux psychiatriques, etc. Donc c'est vraiment pas une lecture facile. D'accord. Mais en fait je pense que si je l'ai beaucoup aimé, c'est parce que je me suis retrouvée dedans en fait, au même âge. Même s'il y a des questions qui ne me concernent pas, notamment les questions de genre, puisque maintenant Ézéchiel, qui était donc une fille, préfère maintenant se définir comme un garçon. Ah oui, d'accord, ok. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui m'ont touchée, et puis ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré en fait en lisant un livre, mais c'est... Ah oui, à ce point. Mais en même temps ça m'a fait du bien en fait, ça m'a déchargé de plein d'émotions en fait que je gardais, et puis en fait voilà, c'est un livre que je conseille si on se sent prêt à rentrer dans ce livre, parce que c'est pas fait pour tout le monde du tout, mais moi en tout cas ça a été un gros coup de cœur. Et c'est purement autobiographique en fait, Oui. C'est les pensées d'une personne. Voilà, et en fait au début il écrivait ça pour lui, donc dans son journal, dans des carnets, sur son ordinateur, etc. Puis il a décidé de faire éditer tout ça. D'accord, ok, c'est intéressant. Et puis je pense que tu es comme moi, tu apprécies le style autobiographique aussi, vu les deux lectures. Oui. Ouais, et moi c'est, je pense parmi tous les styles, ce que je préfère. J'aime beaucoup les autobiographies, donc je suis d'autant plus intéressée là par le livre dont tu parles. Ouais, j'aime vraiment ça, l'écriture à la première personne, et puis rentrer dans les pensées d'une personne, je trouve ça toujours hyper intéressant. Oui. Quel que soit le sujet d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Alors tu me disais que tu n'avais pas eu de coup de cœur au niveau film et série. Non, pas vraiment. De ces derniers temps, de toute façon, je regarde pas grand-chose, à part l'adaptation de Alias Caracalla, Ah, c'est bon à savoir. qui est une adaptation en fait en 2 gros épisodes d'1 heure et quelques sur France Télévisions. Ce qui peut être pas mal pour ceux qui n'ont pas envie de lire les 1200 pages du livre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça peut être une bonne alternative en effet. Alors moi pour ma part en ce moment je regarde une série qui me plaît bien, une série coréenne sur Netflix qui s'appelle The Glory. Alors c'est assez intéressant parce que ça parle d'une jeune fille qui a subi du harcèlement assez violent au lycée. Et en fait cette jeune fille, une fois devenue jeune femme, va chercher à se venger de ses harceleurs.
Et donc, tout son parcours de vie va être fait pour se venger de ses harceleurs et elle va chercher à obtenir un poste de professeur à l'école primaire de la fille de sa principale harceleuse. Et pour vraiment se venger jusqu'au bout. D'accord. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est dans un vrai thriller assez sombre. Le scénario est bien travaillé. Il y a pas mal de suspense parce qu'on se demande ce que vont devenir les harceleurs de cette jeune femme. Et justement, c'est exaltant de voir l'évolution du personnage qui, au tout départ, est une petite jeune fille frêle, violentée, qui se recroqueville sur elle-même et qui va trouver beaucoup de force et de courage en elle pour pouvoir se venger. Et ça amène pas mal d'espoir et c'est vraiment intéressant de voir ce retournement de situation et de voir son évolution. Donc c'est une série que je n'ai pas terminée mais que je conseille, qui est en plus assez bien notée, donc les gens peuvent y aller les yeux fermés, c'est une bonne série. Ah bah, ça donne vraiment envie. J'ai pas du tout l'habitude de regarder des séries coréennes, mais j'avoue que ça donne envie. Mais de plus en plus, j'aime bien me tourner vers les séries asiatiques et vraiment celle-ci est très très bien. Et je crois qu'il y a eu pas mal de vues de cette série, elle faisait partie du top 10 ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va enchaîner avec notre thématique principale qui est donc le printemps. Le printemps, c'est la période des fleurs. Et donc, je voulais savoir, Tess, est-ce qu'il y a un livre avec des fleurs duquel tu voudrais nous parler? Donc, des fleurs sur la couverture, dans le titre ou même dans l'histoire. Alors, j'ai décidé de parler de L'œil du Pan de Lilia Hussein, qui est aussi sortie chez Folio, qui est une lecture que j'ai eue il y a un petit moment, qui est une toute petite lecture puisqu'elle fait à peine 250 pages. Donc c'est pas bien long, ça se lit vite, mais c'est très intéressant. Alors, pour le résumer, en fait, l'héroïne s'appelle Hera. Elle a grandi sur une île au large de la Croatie. Elle a 21 ans, donc mon âge. Et en fait, puisque son père a des problèmes et que l'île sur laquelle elle vit serait maudite, elle est envoyée à Paris, chez une tante. Mais en fait, toute la famille va la traiter comme une étrangère. Et elle va donc devoir se refaire une place dans la capitale, qui change donc largement de la petite île sur laquelle elle vivait isolée. Et on va la voir, en fait le livre est découpé en différentes parties, qui sont en fait les différentes saisons. Donc le livre là se rythme au fil des saisons, et on la voit découvrir à la fois la capitale, les différentes personnes qui vont l'entourer, donc dans les commerces alentours. On va la voir qui s'ouvre aussi à une nouvelle passion qui est la photographie. Et elle va donc essayer de se rapprocher de ce monde-là. Mais en fait, dans ce livre, à la fois, il y a tout ce pan qui est assez... en fait, je trouve que ça fait très printemps aussi, parce que voilà, la découverte, les balades dans Paris, la photographie, etc. Mais il y a aussi en fait des personnages qui sont très troublants, très secrets. Et puis il va y avoir toute une sorte de suspense et un peu en fait de danger pour Hera tout au long du récit. En fait, elle va pas trop savoir quoi penser de ces personnages, et même au sein de la famille dans laquelle elle est, il va y avoir beaucoup de disputes entre les parents, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se mêlent dans ce récit, qui font de ça à la fois un beau voyage dans Paris et autour de la photographie, mais en même temps un peu un thriller, suspense. Vraiment, ça change de ce que je lis d'habitude, et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ok, ouais, effectivement, c'est tentant dit comme ça. Et le rapport avec les fleurs, c'est sur la couverture? Sur la couverture, c'est ça, puisqu'on la voit allongée dans un champ de fleurs. D'accord, ok. Avec une plume de pan sur l'œil. Ok, eh ben écoute, ça m'intrigue comme lecture. Et ce qui est chouette, c'est que les 3 livres dont tu m'as parlé, je n'en connais aucun. Donc ben voilà. C'est chouette. Moi, je vais parler peut-être de livres un petit peu plus connus. Et celui que j'ai choisi pour les fleurs, donc il y en a à la fois sur la couverture, dans le titre et dans l'histoire. Il s'agit de Nymphéa Noire de Michel Bussy. D'accord. J'imagine que tu le connais, on en a beaucoup entendu parler. De nom, oui, mais j'ai jamais lu de Michel Bussy, j'avoue. Alors, celui-ci, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram, ça fait partie de mes coups de cœur, les gros coups de cœur. Donc l'histoire de Nymphéa Noire, ça se passe à Giverny, le village du peintre Claude Monet. Et dans ce roman, on va suivre 3 femmes qui vivent dans ce village. Tout d'abord, une petite fille de 11 ans qui est très douée pour la peinture.
ensuite une jeune institutrice qui travaille dans ce village, et enfin on va suivre une vieille femme qui reste renfermée et qui espionne la vie dehors. Sauf que dans ce petit village tranquille de Giverny va se passer un meurtre inexpliqué et ça va chambouler la vie des habitants. Et alors ce livre, il est juste extraordinaire, il est très bien écrit. Michel Bussy est très doué dans les descriptions, mais des descriptions assez courtes. On est bien plongé dans l'ambiance de Giverny, avec les nénuphars, etc. Et on a des personnages qui sont très attachants, mais aussi très mystérieux. On suit ces trois femmes et on se demande bien ce qui les lie ou pas. Et il y a beaucoup de suspense avec l'enquête. Et alors, la fin, il y a un retournement de situation, mais extraordinaire, très surprenant. Et vraiment, moi, ça m'a emportée. Et j'ai adoré cette lecture. Je la conseille vivement. Et en plus, pour le printemps, c'est génial parce on est dans cette ambiance de nénuphars et du petit village de Giverny. Donc, vraiment, je le conseille. Absolument. Eh ben, tu m'as vraiment donné envie de le lire, hein. Je le mets de suite dans ma liste. J'espère que tu le liras. J'espère que tu le liras et qu'on pourra échanger dessus. Moi, j'ai vraiment aimé. Oui, avec grand plaisir. On va enchaîner. Et donc, le printemps, c'est aussi, bien sûr, la saison des œufs de Pâques, la chasse aux œufs en chocolat. Et je voulais savoir, Tess, est-ce que tu aurais un livre aussi réconfortant qu'un œuf en chocolat à nous présenter ? Alors, je vais présenter une saga qui est en fait très réconfortante pour moi, puisque c'est une saga que je suis depuis que j'ai 13 ans et qui continue de paraître, donc c'est une grosse saga que tu connais peut-être de nom, c'est La Guerre des clans. Oui, de nom, mais jamais lu. Voilà. Donc pour le coup, c'est une série jeunesse à la base, qui sort chez PKJ, mais qui peut aussi se lire tout à fait en étant adulte, puisqu'il y a une double lecture en vérité, donc c'est pas du tout un souci. Même si la lecture est très facilitée parce que les tomes se lisent très vite, c'est écrit pour des personnes plus jeunes, donc forcément c'est simple à lire. Donc je vais faire le résumé du tome 1 pour pas aller trop loin dans l'histoire. Mais donc dans le tome 1, on va suivre Rusty, qui est un petit chat domestique, mais qui est très attiré par la forêt à côté de lui et par les histoires des clans que l'on entend chez les chats domestiques. Puisqu'en fait, dans la forêt vivent 4 clans, le clan de la rivière, le clan de l'ombre, le clan du tonnerre et le clan du vent, qui sont en fait des groupes de chats qui sont tout à fait organisés, donc avec un chef, un lieutenant, un guérisseur, des guerriers, etc. Et du coup, il a très envie d'aller goûter à cette vie dans la nature. C'est pour ça que le premier tome s'appelle Retour à l'état sauvage. Et en arrivant dans le clan du tonnerre, du coup le clan qui était le plus proche de chez lui en vérité, il va se rendre compte que les clans sont en train de vivre un moment assez compliqué. Il y a beaucoup de dangers qui règnent sur les chats. Et au fur et à mesure, il va même découvrir qu'il fait partie d'une prophétie, puisque les guérisseurs peuvent communiquer avec ce qu'on appelle le clan des étoiles, qui sont en fait les chats qui sont morts et qui ont rejoint donc le clan des étoiles. Un clan qui peuvent donc faire parvenir des prophéties. Et il fait donc partie d'une de ces prophéties, et durant tout le premier cycle de la guerre des clans, on suit donc Rusty qui devient nuage de tonnerre et qui va essayer d'accomplir la prophétie dont il fait partie. D'accord, alors je connaissais pas du tout l'histoire et ça m'intrigue beaucoup. Je pensais pas que c'était des chats qui étaient les héros de l'histoire et le fait qu'il y ait des clans, ça m'intrigue. Donc merci pour la présentation. Donc c'est très prenant parce que après voilà, faut savoir en vérité que chaque cycle peut se lire indépendamment, hein, D'accord. Mais c'est sûr que c'est plus sympathique de suivre les mêmes personnages sur l'intégralité des cycles. Aujourd'hui, on est quand même au cycle 6 et il y a 6 tomes par cycle. Donc, ah oui, d'accord. On est quand même sur une grande série, sans compter les hors-séries d'ailleurs, mais c'est très 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 intéressant. Je pensais pas que c'était aussi étoffé. Oui, mais après je me dis, même pour découvrir, juste lire le cycle 1, il se suffit à lui-même et vraiment, d'accord. Vraiment c'est une lecture que j'adore. Bon, je garde ça en tête. Alors pour ma part, j'ai aussi choisi un livre jeunesse. Alors, il s'agit, je pense que personne ne connaît, ou peut-être, alors moi j'ai 31 ans, peut-être les gens de ma génération. Il s'agit d'un album qui s'appelle Lettres aux fées de Elisabeth de Galbert. Et c'est un livre que j'ai lu quand j'étais petite fille, qui malheureusement ne peut plus s'acheter, ça peut seulement s'acheter d'occasion. Donc si les gens sont intéressés, ce sera uniquement d'occasion.
Et c'est vraiment un livre qui m'a fait rêver quand j'étais petite fille. L'histoire de ce livre, ça parle de Louise, une petite fille qui croit aux fées depuis qu'elle a trouvé dans son jardin de minuscules lettres qui ont été signées par les fées. Donc voici l'histoire. Et ce qui est génial, c'est que dans cet album, déjà, les illustrations sont très fraîches, pleines de poésie, vraiment belles, avec de belles couleurs. Et on découvre en même temps que le personnage des enveloppes à l'intérieur de l'album, où il y a à l'intérieur des enveloppes, bien évidemment, des messages écrits par les fées. Donc on se met vraiment dans la peau du personnage, c'est interactif. Et on lit avec grand plaisir ces petites lettres roses. Et ce que j'apprécie dans ce livre, c'est que ça va au bout de l'idée. C'est-à-dire que le livre est très complet et à la fin de l'ouvrage, on trouve tout un kit de papeterie avec des petites enveloppes, des cartons roses pour pouvoir écrire aux fées, des paillettes, un petit crayon de papier pailleté. Voilà, ça va vraiment au bout de l'idée. Et quand on est enfant, c'est vraiment intéressant de se mettre dans la peau du personnage. Et à la fin, on a tout le kit pour pouvoir écrire des lettres aux fées. Et je crois que j'en avais écrit... j'avais écrit une lettre que j'avais mise dans mon jardin. Mais c'est vraiment super. C'était vraiment un super album. Et si les gens veulent faire un cadeau à une petite fille et qu'ils le trouvent d'occasion, c'est vraiment un beau cadeau. Enfin, je sais que moi, ça me faisait rêver. Je connaissais pas du tout, mais si j'avais eu ça quand j'étais petite, je me serais vraiment bien amusée avec. Hein. Ouais. Vraiment, j'avais adoré et ça m'a tout de suite fait penser au printemps parce que comme elle trouve les lettres dans son jardin, même dans le potager. Les souvenirs sont très lointains, mais il y avait toute cette atmosphère de nature, hein, du jardin, les brins d'herbe, les arbres, les fleurs, et je trouvais ça vraiment génial. D'accord. Donc j'avais envie d'en reparler aujourd'hui. On s'est plongé toutes les deux dans notre enfance pour... C'est ça, et c'est vrai que quand on parle de réconfort, hein, tout de suite ça fait appel à notre enfance. Oui. Tout de suite. J'avais pensé à Harry Potter, mais bon, je me suis dit, voilà, on va changer, on va parler d'autre chose. Et donc, pour poursuivre, le printemps, c'est aussi les moments des premiers rayons du soleil. Et donc, je voulais parler d'un livre qui te met de bonne humeur, comme les premières journées ensoleillées du printemps. Alors, j'ai choisi Les Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor. Donc là, je vais parler du tome 1, puisque pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1, mais qui avait été un... Enfin, en fait, c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Voilà, c'est mon livre préféré de l'année dernière. Ok. Que je ne connais pas non plus, donc trop bien. Plein de découvertes aujourd'hui. Ça, c'est sorti aux éditions Hervé Chopin. Alors, pour le petit résumé, on suit Madeleine Maxwell, qu'on surnomme Max, et qui est en fait une jeune historienne qui est contactée par l'Institut Sainte-Marie pour un recrutement, tout simplement. Donc elle va accepter de rentrer à l'Institut, mais en fait, à l'Institut Sainte-Marie, on ne pratique pas l'histoire exactement pareil que dans toutes les autres facs et dans tous les instituts de recherche, puisqu'en fait, on visite l'histoire. Génial. Ils ont découvert le voyage dans le temps, et pour du coup étudier mieux ces périodes, ils vont s'y rendre, tout simplement. C'est trop bien. Oui. J'adore. Et voilà, on ne touche pas au passé, on ne change rien, mais le but est seulement d'observer et de faire des études. Donc dans ce premier tome, on va aller à Pompéi, pendant la Première Guerre mondiale aussi. On va aller au Grand Incendie de Londres, à la bibliothèque d'Alexandrie. Donc déjà juste dans ce premier tome, on suit beaucoup de périodes différentes. Et on va se rendre compte qu'on ne reste pas juste sur cette aventure d'historienne qui va à travers le temps, bien que ça aurait déjà suffi, mais il y a aussi les antagonistes qui sont là, bien entendu, et qui eux possèdent également le voyage dans le temps, mais s'en servent pour de mauvaises choses, et pour changer ce qui s'est passé. Donc le but c'est aussi d'essayer de les arrêter, bien entendu. Donc c'était vraiment une très bonne lecture, d'autant plus que tous les personnages sont vraiment... incroyable. Vraiment, j'ai aimé tous les personnages. Donc, je conseille vraiment cette lecture. Ok, ça me tente beaucoup, beaucoup. Parce que, comme toi, passionnée d'histoire, ça me dit vraiment.
Ben, merci à toi pour la découverte. Donc voilà, je crois que le 12e tome vient de sortir. Mais, 12e, ah oui. oui. Et à chaque fois, les périodes historiques sont mélangées. C'est pas un livre sur le C'est ça. Moyen-Âge. Non, D'accord. c'est ça, exactement. Ok. Là, tu verras que sur la couverture du premier tome, il y a à la fois les tranchées de la Première Guerre mondiale, mais aussi des dinosaures. Voilà, D'accord. donc, Ok. C'est génial. J'ai Oui. vraiment envie de le lire. Je ferai des recherches dessus. Alors pour ma part, un livre très 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 connu, lui aussi. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. oui. Est-ce que tu l'as lu celui-ci? Non, je ne l'ai pas lu. D'accord. Je pense que je vais te donner envie de le lire normalement parce que c'est mon énorme coup de cœur, pareil, depuis que je suis sur Instagram. Nymphéa Noire et celui-ci sont mes 2 gros coups de cœur ultimes depuis que j'ai commencé. Donc l'histoire de ce livre, alors en fait c'est un message qui a été posté sur un site de petites annonces. Et le message est le suivant. Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnonne, pour partager avec moi ce dernier périple. Donc on a ce petit message. Et ce jeune homme qui est derrière ce message, c'est Émile. Et donc Émile est condamné à mourir. Il a décidé de fuir les hôpitaux et la compassion de ses proches. Et pour vivre les dernières années qui lui restent à vivre, il décide d'acheter un camping-car et puis de faire un voyage, mais il ne veut pas le faire tout seul. Et suite à la publication de son annonce, il va recevoir une réponse d'une jeune femme qui s'appelle Joanne et qui va apparaître coiffée d'un grand chapeau noir avec pour seul bagage un sac à dos et qui ne va pas donner d'explication sur sa présence. Et tous les deux vont embarquer dans le camping-car et un voyage va se mettre en place. Et vraiment, c'est un magnifique roman. Je pense que c'est mon préféré, en fait, de tous les romans que j'ai pu lire. Superbement écrit par Melissa d'Acosta qui... ce que j'aime dans son écriture, c'est que c'est très sensoriel. Tu as l'impression de voir les choses, de sentir les odeurs, d'entendre les sons, de vivre les sensations des personnages. Et c'est extraordinaire comment elle nous plonge dans des petits moments très simples, mais qui résonnent beaucoup. Et donc, le voyage en camping-car de Émile et Joanne va se passer notamment dans les Pyrénées, dans des petits villages pittoresques. Et on est vraiment plongé avec eux dans l'ambiance de ces villages. C'est une histoire très touchante. Je peux pas dire que ce soit hyper joyeux et en même temps c'est hyper joyeux. Ouais, voilà, je comprends. c'est très émouvant. Juste la manière dont tu l'as vendu, on va dire, c'est vraiment, j'ai ressenti ça. À la fois, ça a l'air d'être un grand voyage plein de joie, de rencontres, plein d'émotions différentes. C'est ça. On a l'impression qu'on va découvrir plein de paysages, etc., qui vont amener plein d'émotions fortes. Mais en même temps, c'est quand même un dernier voyage, en fait, pour C'est totalement arriver ça. jusqu'à la fin de vie. Donc, il doit y avoir aussi beaucoup de... Voilà. Ouais, ça doit être très poignant comme livre. Ça donne vraiment envie. C'est ça. T'as toute cette tristesse Ouais. pour les 2 personnages. On découvre au fur et à mesure. Leur relation, elle est très intense aussi. Donc c'est vraiment émouvant et en même temps c'est un roman qui me met tellement de bonne humeur et en joie parce que y a effectivement tout ce voyage, la découverte de ces petits villages, les rencontres aussi qu'ils vont faire dans ces villages et puis les moments qu'ils vont partager. Tout ça, c'est un vrai souffle, ça apporte beaucoup de lumière, beaucoup de joie et en même temps c'est très touchant. Donc voilà, c'est un magnifique livre et je comprends pour quelle raison il s'est vendu autant. Il rejoint ma liste aussi. Je pense que celui-ci peut vraiment te plaire, même s'il fait pas mal de pages, je crois 600 ou 800, je sais plus, mais c'est un beau pavé, mais vraiment je le conseille fortement. Donc pour terminer sur le printemps, sur la thématique du printemps, le printemps c'est aussi le moment de l'éveil de la nature. Et je voulais parler d'un livre qui t'inspire le renouveau ou le changement. Alors, quand tu m'as dit renouveau, j'ai pensé au livre qui s'appelle Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla de Jean-Christophe Ruffin. Ah oui. Également chez Folio. Je vois, mais pas lu. Simplement parce que, comme le titre l'indique, les 2 personnages vont se marier 7 fois.
Et donc je voyais ça vraiment comme un renouvellement de vœux au final. Donc c'est pour ça que ça m'y a fait penser. Donc il s'agit de l'histoire donc, d'Edgar et Ludmilla. Edgar est un jeune homme français, Ludmilla vit dans les pays de l'Est, en Russie. Et ils vont se rencontrer lors d'un voyage d'Edgar en Russie. Ils vont se marier une première fois là-bas, en fait, où ils vont se marier finalement pour la sauver de la condition dans laquelle elle est. Ils parlent même pas la même langue, etc. Mais c'est un coup de foudre entre les deux. Et au fur et à mesure du récit, ils vont renouveler ses vœux 7 fois, donc dans plein d'endroits bien différents et dans plein de circonstances différentes, puisque des fois c'est simplement pour, par exemple, officialiser leur union en France. Puis des fois c'est pour redonner un coup de boost à leur couple, on va dire, qui commence à se perdre. Mais en même temps, on vit aussi toute leur vie, puisque on les connaît du coup de leur rencontre jusqu'à leur fin de vie. Et d'un côté, on a Ludmilla qui va devenir une grande chanteuse d'opéra, et Edgar, lui, va devenir un grand entrepreneur dans l'immobilier notamment. Et donc, on va suivre leur vie. Et Jean-Christophe Ruffin dit dans le résumé: j'ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l'après-guerre jusqu'aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences au point de savoir à peu près tout sur eux. Parfois, je me demande même s'ils existeraient sans moi. Et en fait, c'est vrai que pendant tout le récit, on est tellement plongé que on est dans une histoire vraie, en fait. Parce que Jean-Christophe Ruffin est aussi journaliste, donc on est sur un vrai travail d'enquête. Qui retrace toute la vie de ces deux personnages, où il y a des interviews, etc. Et jusqu'à la fin, au final, on se dit que cette histoire est vraie, alors que c'est de la fiction, en fait. Ah, d'accord, c'était ma question. Totalement de la fiction. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'il dit « je me demande s'ils existeraient sans moi ». Non, puisque c'est lui qui a créé ces personnages, mais... D'accord, ok. Moi, en fait, n'ayant pas lu le résumé avant de l'acheter, puisque je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu comme l'œil du pan... parce qu'il faisait partie de la sélection du Trophée Folio L de 2021. D'accord. Et je préférais ne pas lire les résumés avant de me plonger dans les livres. Et en fait, du coup, jusqu'à la fin du récit, j'ai été persuadée que c'était une histoire vraie, tellement c'est bien écrit. J'ai été jusqu'à faire des recherches sur Internet en me disant « mais ces personnages sont forcément connus ». Mais non, ce sont bien des personnages de fiction, et c'est ça qui rend le récit encore plus passionnant. Ah, c'est génial. Oh, je fais une petite parenthèse sur un livre que j'avais lu, ça m'y fait penser. Ça s'appelle Les gens dans l'enveloppe. Et en fait, ça parle je crois que c'est l'auteur qui était allé sur une brocante et qui avait trouvé... il y avait des photos qui étaient à vendre. Donc elle avait acheté cette série de photos, c'était les photos d'une famille. Et en fait, elle a décidé de créer toute une histoire autour des membres de cette famille, donc fictif. Une histoire fictive. Et après, c'était une journaliste et elle a mené toute son enquête pour en savoir davantage sur cette famille. Et donc, c'est très intéressant parce que on a d'un côté toute l'histoire fictive inventée par l'auteur et de l'autre côté, toute l'enquête et la vraie vie de cette famille et de ces gens. Et c'était passionnant, c'était génial comme roman. Ah oui, ça a l'air super, disons. J'avais adoré. Et vraiment, lui aussi, je le conseille. Donc, c'était une petite parenthèse. Mais celui-ci, effectivement, j'en avais déjà entendu parler et ça faisait partie des lectures que j'avais envie de lire. Donc, merci à toi, ça me donne encore plus envie de le lire. De rien. Alors moi, pour ma part, sur l'éveil de la nature, un livre qui m'inspire le renouveau, je vais pas être très originale, je vais reparler de la même auteure que tout à l'heure, Melissa d'Acosta. Cette fois-ci avec un roman qui s'appelle Les Lendemains. Je sais pas si tu vois de quel roman il s'agit. De nom seulement. Oui, de nom. Donc ça, c'est un roman qui va parler d'une jeune femme du nom de Amande qui a perdu son mari et sa fille dans un accident. Et en fait, elle est en plein deuil, elle va se replier sur elle-même. Et pour se réfugier dans son chagrin, elle va trouver une maison très isolée en Auvergne. Et donc, dans cette maison qu'elle loue, elle va trouver par hasard les calendriers horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux. Et sur ces calendriers, il y a des annotations manuscrites pour s'occuper du jardin potager.
Et Amande va justement se plonger dans ses annotations et essayer de redonner vie au vieux jardin abandonné de la maison. Et donc, au fil des saisons, elle va améliorer ce potager, faire des plantations, lui redonner vie. Et donc, elle va vraiment retrouver petit à petit goût à la vie. Elle qui était vraiment en deuil et qui se sentait dans une tristesse infinie, va renaître petit à petit grâce au jardinage, à la cuisine et à des rencontres qu'elle va faire. Voilà, donc c'est un livre que j'ai commencé, que j'ai failli arrêter. Clairement, c'était beaucoup trop triste, trop sombre, voire même morbide. Et je me disais, mais c'est pas possible. Quand j'ai lu Tout le bleu du ciel, tomber sur ce roman-là, là, c'est pas possible. Et j'avais dû demander aux gens sur Instagram s'il fallait que je le continue ou pas. Et heureusement qu'on m'a dit de le continuer parce qu'en fait, on a effectivement toute cette atmosphère très sombre du début, mais le personnage va renaître petit à petit et la lumière va apparaître au fur et à mesure. Et on va voir l'évolution de ce personnage qui va se métamorphoser. Et malgré la tristesse du départ, ça reste un très joli roman. Comme Tout le bleu du ciel, très sensoriel, hein. On est dans ce jardin potager, les fleurs, les recettes de cuisine, on est dans tout ça. Et ça a été vraiment une belle découverte finalement. Pas autant un coup de cœur que Tout le bleu du ciel, mais ça reste une très belle lecture qui m'inspire justement ce renouveau et le changement. Et en plus idéal pour le printemps puisque ça parle beaucoup de jardinage. Voilà. Et j'ai jamais lu de Melissa d'Acosta, mais là, tu viens de me donner envie de lire ces deux-là, donc je pense que je vais m'y mettre. Hein. Il faut absolument que tu lises Melissa d'Acosta, et puis elle arrête pas d'en sortir. Apparemment, les derniers sont très bien aussi. Donc, ouais. Mais en tout cas, ces deux-là, je les conseille, surtout Tout le bleu du ciel. Mais Les lendemains est une bonne lecture également. Et je vais m'y pencher alors. Alors Tess, on arrive à la fin de l'émission déjà. Et je voulais savoir si tu avais un bon moment que tu avais vécu dernièrement et que tu voulais partager avec les auditeurs. Alors je vais remonter au début du mois de février, où en fait j'ai été tout simplement avec mes différents amis, en fait c'est mon groupe de fac, on va dire à la base, mon groupe de licence à la fac, mais depuis le début du master on s'est un peu tous éloignés, et en fait on s'est tous retrouvés pour passer une journée à Montpellier. Donc c'était vraiment une superbe journée, un super moment, parce que déjà d'un côté j'ai pu retrouver ce groupe d'amis qui n'est plus réuni très souvent maintenant, et en même temps la journée en fait elle avait quelque chose d'assez je sais pas comment dire, elle avait une petite une ambiance assez particulière puisqu'il pleuvait mais en même temps pas trop. On a été faire des musées, etc. On s'est retrouvés à la librairie. C'est un peu nostalgique et en même temps... oui, ouais, voilà, c'est ça. En fait, la pluie a donné encore quelque chose à cette journée qui était déjà vraiment bien. D'accord. Et c'est vraiment une très bonne journée que j'ai passée en février. D'accord, ouais, effectivement, une journée musée sous la pluie, c'est un certain charme, surtout avec des amis de longue date, c'est chouette. Oui. Alors, moi, pour ma part, c'est très simple et ça va avec la thématique également. C'est que dernièrement, je me suis installée dans le jardin sur un fauteuil en plein soleil et j'ai lu. Et c'était juste génial de relire dehors, ouais. sous les rayons du soleil, entourée de pâquerettes. C'était juste trop bien. Et là, je me suis dit, effectivement, le printemps est vraiment là et c'est très agréable, quoi. C'est vraiment cette sensation d'éveil de la nature, de renouveau. Et ça m'a beaucoup dynamisée, c'était vraiment chouette. C'est vrai que là j'en profite parce que avant j'avais un appartement sur jardin, donc maintenant que j'ai un jardin et que les rayons du soleil sont revenus, j'en profite aussi et c'est des bons moments. Ouais, t'as totalement raison. Ça fait vraiment du bien, faut qu'on en profite. Voilà, l'émission s'achève. Donc merci beaucoup à toi Tess, merci c'était à toi. Un super moment. En plus j'adore parce que tu m'as parlé que de livres que je n'ai jamais lus ou que je ne connais pas du tout et là ça m'a donné plein de nouvelles idées. Donc vraiment merci à toi. Et puis j'espère que ça donnera envie aux auditeurs de se pencher sur ces lectures, qu'on vous a donné envie.
Et puis, je vous souhaite à tous un bon printemps et de belles lectures. Voilà, merci à tous et à une prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir invitée et à une prochaine fois. Bon printemps à tous.